Bonjour à tous. Chaudement dans la wilaya de Chlef ce matin, je ne me suis jamais rendu compte que Chlef était aussi chaude, mais agréablement chaude, là, avec les gens qui m'ont accueilli, que ce soit à l'hôtel aussi. Merci beaucoup. Pour une première fois, on va parler ensemble du traitement de l'hormone de croissance en endocrinologie. Avant tout, je me présente, je suis endocrinologue, actuellement donc maître de conférence au Centre Pierre-Marie Curie. Je prends en charge les retards de croissance en particulier, mais bon, toutes les pathologies sont là, le carcinome de la thyroïde aussi, il est toujours là au Centre Pierre-Marie Curie. Aujourd'hui, on discutera un peu des indications de l'hormone de croissance en endocrinologie. Je vais vous parler de tout ce qui a été autorisé et approuvé par la FDA, donc la Fédération antidopage, et on finira à la fin pour parler de ce qui est autorisé à être prescrit en Algérie. Pour introduire le sujet, je viens de l'introduire. Je commencerai par un bref rappel de l'historique de l'hormone de croissance. Oskar Minkowski l'a découvert déjà, il est à l'origine de cette découverte, mais c'est Maurice Rabin qui a pu purifier cette hormone de croissance. L'hormone de croissance, l'AGH, elle est d'origine hypophysaire. Il a pu traiter un petit enfant de 17 ans qu'il a étiqueté comme déficitaire en hormones de croissance parce qu'il était petit de taille, en 1958. Ensuite, la National Pituitary Agency, en 1960, a été chargée de collecter cette GH qui était extraite de l'hypophyse des cadavres. Et je pense que beaucoup de vous ont la notion du scandale de l'hormone de croissance extraite des cadavres, donc des hypophyses de cadavres. La suite, on s'est un peu mis pour la synthèse de cette GH, et les scientifiques de Genentech ont pu, à la fin, cloner le gène de la GH pour produire de la GH à travers un modèle d'Escherichia coli. Donc, en 1981, l'ADN recombinant pour cette synthèse, il est là. Et en 1985, c'est la maladie de Creutzfeldt-Jakob qui est déclarée avec la suite des événements que vous connaissez et cette GH retirée. Et en 1985, la Fédération antidopage approuve la prescription de cette hormone de croissance, enfin, pour les enfants déficitaires. Entre 1985 et 2003, je dirais maintenant 2007, avec l'actualisation de 2007, l'indication de l'hormone de croissance pour plusieurs pathologies s'enrichit. Et on va détailler cela un peu plus loin. Avant de parler du traitement en lui-même, on doit comprendre comment agit cette hormone de croissance. Le schéma simplifié de la sécrétion de GH, comme vous le voyez là, on est tous passés par là au cours de notre cursus de médecine. L'axe hypothalamo-hypophysaire est tout ce qui régule notre métabolisme. Au niveau de l'hypothalamus, on a les releasing hormones, des hormones qui stimulent l'hypophyse, qui est donc la glande sécrétante des hormones qui vont stimuler aussi les glandes et les organes cibles. La GH-RH va stimuler l'hypophyse pour une sécrétion de GH, de growth hormone, d'hormone de croissance, mais ce n'est pas la GH qui va agir en périphérie pour la croissance, mais c'est l'IGF-1, l'insuline growth factor 1, qui est produit au niveau hépatique. Cet IGF-1 aura une action sur les tissus cibles et aura aussi l'action sur l'os pour la croissance linéaire au cours de l'enfance, bien sûr, et sur les cartilages et la minéralisation de l'os après l'âge pédiatrique. L'AGH va se mettre sur un récepteur pour agir, comme toute hormone. L'IGF-1 est produit par le foie et par d'autres tissus, en particulier l'os. Et les tissus cibles, qui vont être donc similaires aux récepteurs à l'insuline, parce qu'ils vont recevoir l'IGF-1, qui est insuline growth factor, qui ressemble à l'insuline, vont stimuler l'absorption de métabolites, d'où l'effet. Vous connaissez très bien que le GH est une hormone de contre-régulation. Elle élève la glycémie. Donc, d'où l'effet sur le glucose, les acides gras et les acides aminés qu'on va voir après, et croissance cellulaire. Cette GH va se placer sur ce récepteur, qui est composé de deux domaines de JAK2.
ce qui va donner, comme toute action d'hormones sur un récepteur, une phosphorylation. Donc, c'est les stades qui viendront là, la phosphoinositol kinase, une transcription de gènes cibles pour deux actions, une action métabolique et une action de croissance, qui voudra dire prolifération et différenciation. D'où l'effet aussi incriminé pour l'AGH, effet néoplasique qui est toujours, pour l'AGH synthétique, mis de côté pour le moment. Alors, cette GH va agir au niveau du muscle, au niveau des organes, au niveau du tissu osseux, au niveau des métabolismes phosphocalciques, lipidiques, glucidiques et protidiques. On continue notre revue au niveau donc des métabolismes glucidiques. Il ne veut pas s'élever. Voilà. Glucidique, augmentation donc, des pressions hépatiques, donc action au niveau de la réabsorption tubulaire du sodium aussi, hyperglycémie, absorption aussi intestinale de calcium. Au niveau phosphocalcique et tissus osseux en particulier, il y aura une bonne minéralisation osseuse. Et au niveau des muscles et des organes, c'est la formation des fibres musculaires. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'indication de l'hormone de croissance, une indication qui est pour premier principe augmenter, améliorer la croissance d'enfants considérés petits. La définition d'un retard statural, elle est universelle. On parle d'un retard statural quand l'enfant est petit par rapport à ses parents, par rapport à l'ethnie, par rapport aux personnes du même pays. Déviation standard, c'est ce qu'on voit sur les courbes de croissance. Les déviations standards sont définies par des couloirs et les courbes de croissance sont définies par des âges allant de 0 à 19 ans. Un enfant est considéré petit, surtout nous en endocrinologie, quand il a moins de 2 déviations standards. Quand il n'a pas moins de 2 déviations standards, cet enfant ne nécessite pas d'exploration. Je vous parle d'une définition générale. Si cet enfant a des parents petits, imaginez avec moi, ou des parents trop grands de taille, un père qui fait 1,85 m et la maman bien grande, 1,75 m, si vous le mettez en calculant sa taille cible parentale sur une courbe, la taille cible parentale qu'on mettra au sommet de la courbe à l'âge de 19 ans serait au-delà de la moyenne de la population. Et là, je reformulerai ma définition parce que je ne vais pas comparer cet enfant à la population générale, mais je vais le comparer à ses parents. Donc, on ne sera plus à moins 2 par rapport à la moyenne, mais on sera à moins 2, voire moins 1,5 par rapport aux parents, selon les recommandations. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'avant d'arriver aux indications, les enfants ont été considérés petits, donc ils ont commencé à être explorés sur beaucoup de plans. Bon, je dirais en premier lieu ce qu'on a. On a le médecin de famille, on a le pédiatre. On cherchera toutes les pathologies générales, atteintes hépatiques, maladies générales digestives en particulier que l'on connaît tous, la maladie cœliaque. Et si tout cela est négatif, on pensera à une origine endocrinienne. Et c'est de là que l'origine endocrinienne est venue et on a commencé à explorer ces enfants. Ils ont des atteintes endocriniennes, ok, ils s'intégreront dans un contexte de déficit. Soit un déficit isolé en hormones de croissance, soit un déficit combiné. Si ce n'est pas le cas, d'autres pathologies pourraient causer un retard statural. Et ce retard statural pourrait nous amener aussi à traiter par l'hormone de croissance. Donc la Fédération antidopage a approuvé la prescription de cette hormone de croissance en 1985 pour les déficits en hormones de croissance, qu'ils soient isolés ou combinés. Pour l'insuffisance rénale chronique, pour le syndrome de Turner, qui est une maladie génétique, pour le syndrome de Prader-Willi en 2000, pour le retard de croissance intra-utérin ou le petit poids de naissance en 2001 et la petite taille idiopathique en 2003. Si on revoit l'actualisation, ces recommandations par région sont comme suit. Vous voyez très bien que les Américains sont les premiers à indiquer l'hormone de croissance. Et quand vous voyez très bien ici, la petite taille idiopathique est traitée aussi aux États-Unis. Et on a l'approbation
pour ce traitement. En 2007, le syndrome de Noonan a rejoint le groupe aussi. Après cela, les enfants grandissent, ils passent par une période de puberté, et une fois qu'ils en passent la période de puberté, on n'est pas sûr. Ils ont gardé leur déficit ou ils n'ont pas gardé. Et là, on se pose à la question de la transition, qu'il y aura, je pense, quelqu'un qui va passer après moi, ma collègue parlera de la transition dans un autre cadre psychiatrique. Mais la transition, vous savez très bien que c'est un sujet d'actualité. Transiter d'un déficit en GH, est-ce qu'on récupère? On ne récupère pas. La question s'est posée et en fin de compte, on a trouvé qu'à un certain pourcentage majoritaire des causes qui étaient organiques, parce qu'il y avait une cause organique, ils ne récupéraient pas. Et quand il n'y avait pas de cause, l'IRM était sans anomalie, c'était considéré idiopathique, ces enfants récupéraient et on ne gardait qu'un tiers qui gardait ce déficit. Une fois ce déficit gardé, la transition pour le déficit en GH est traitée aux États-Unis et en Europe. Je ne vous cache pas, nous aussi on traite nos enfants quand ils passent en période de transition. À la fin, bon pas à la fin, c'était avant la transition, on a traité l'adulte en 96. On a commencé à traiter l'enfant, on a traité l'adulte en 96, après, là même, donc l'approbation pour la transition est venue en 2005. Pour ne pas trop tarder, parce que j'ai étalé pathologie par pathologie, on commencera par le déficit en hormones de croissance. L'approbation a été là en 85. Quand faut-il penser au déficit par hormones de croissance? Je pense qu'il faut penser très très tôt au déficit en hormones de croissance. Déjà à la naissance, dans la période néonatale, il y a des signes qui devraient nous évoquer un déficit en hormones de croissance. L'enfant avec déficit en GH ne naît pas petit. Il a une taille normale de naissance et un poids normal. Ce qui nous devrait nous pousser à penser qu'il a un déficit en hormones de croissance, c'est l'existence de l'hypoglycémie. Je viens de parler de l'effet hyperglycémiant de l'hormone de croissance. C'est une hormone de contre-régulation. Si elle n'est pas là, s'il est déficitaire, l'enfant déjà né avec une immaturité hépatique, bon, le foie est à peine fonctionnel, donc on penserait, devant une hypoglycémie, dans 80% des cas, à un déficit en hormone de croissance. Rajoutez à ça le déficit corticotrope qui peut s'associer, un ACTH. L'ictère, néonatal mais prolongé, évoquerait un déficit en hormone de croissance. Le micropénis, un petit pénis, à la naissance inférieur à 2,5 cm, devrait évoquer aussi un déficit en hormone de croissance. Donc, 3 signes à évoquer: hypoglycémie, micropénis, ictère néonatal prolongé. À l'interrogatoire déjà avec les parents, pensez-y à un déficit en hormone de croissance congénital. Les anomalies de la ligne médiane sont comme suit. Je pense que dans votre pratique, vous risquez de croiser des anomalies pareilles. Fente labopalatine, l'incisive centrale unique, le colobum urien qui est une anomalie de l'iris, ça pourrait évoquer un déficit en hormone de croissance congénital aussi. Donc dans la petite enfance, l'enfant grandit un peu, mais elle garde des signes cliniques évocateurs de déficit en hormones de croissance. Un petit visage poupin, une encelure nasale, un front bien haut et bombant. Il aura une petite adiposité abdominale qui signerait la mauvaise répartition des graisses secondaires au déficit en hormones de croissance. Il serait en particulier petit de taille, jusqu'à -3 déviations standards. Quand le déficit est incomplet, l'enfant peut grandir, les parents s'aperçoivent à peine qu'il est petit et il passe à un âge plus avancé et là les signes cliniques sont de plus en plus faibles. Donc quand il y a un retard statural, même isolé, on devrait aller à l'exploration du déficit en hormones de croissance s'il n'y a pas de maladie générale ou autre pathologie qui pourrait expliquer le retard chez cet enfant. Le diagnostic en hormonologie se base sur ces 3 paramètres. Doser une IGF-1 de base qui serait le plus souvent basse ou à la limite inférieure, faire des tests de stimulation le plus souvent au nombre de 2, et l'IRM hypothalamo-hypophysaire, élément important pour compléter l'exploration et pour orienter, parce que parfois il y a une origine tumorale. Un crânio-pharyngiome donnerait un retard statural avec un déficit hypophysaire complet, avec un diabète insipide, donc un syndrome polyurépolytypsique, l'enfant boirait beaucoup et urinerait beaucoup. Et si on n'a pas un tableau clinique complet, l'IRM pourrait nous rattacher ce déficit d'emblée à cette anomalie. Il faut dire que s'il y a une anomalie à l'IRM, on pourrait se contenter d'un seul test et ne pas passer à 2 tests.
Donc si tout cela confirme notre déficit, l'enfant doit être traité par cette hormone de croissance qui est sous forme injectable et qui doit se donner en vespérale la nuit, tous les jours, pour la dose pour le déficit en hormone de croissance à 0,025 à 0,035 mg par kilo par jour. Bien sûr, les contrôles, 3-6 mois, il faudra faire un âge osseux pour voir la croissance, contrôler son IGF-1 pour voir s'il a répondu au traitement. Et bien sûr, si c'est un déficit en GH isolé, faire des contrôles des autres hormones. Parce qu'on n'est jamais sûr, même si on a une IRM normale, que ce déficit restera isolé au fil du temps. Donc ça, c'était pour le déficit en GH. On a beaucoup de pathologies à élaborer, donc je ne vais pas trop m'attarder. On va passer au syndrome de Turner, qui est une maladie génétique qui concerne la fille. Le syndrome de Turner a été approuvé pour l'hormone de croissance en 1996. Découvert par Henri Turner en 1938 sur une description clinique avec dysgénésie ovarienne. Quand je dis dysgénésie ovarienne, donc les ovaires ne contiennent pas de follicules. Le pourquoi de la chose vient de la génétique de ce syndrome de Turner qui est d'origine gonosomique. Le syndrome de Turner atteint une naissance fille sur 2500 et le diagnostic de certitude se fait sur un karyotype, une étude des chromosomes sur tissu, donc sur du sang, donc sur le lymphocyte du sang. Et c'est là qu'on revoit nos gonosomes, donc les chromosomes sexuels. Il n'y a pas le deuxième X, ou ce deuxième X, où la population est homosaïque, donc existe sur quelques cellules et n'existe pas sur d'autres, ou il y a des anomalies de structure. Donc ce deuxième X est un peu délété seulement. Donc le karyotype turnérien est variable en fin de compte. La symptomatologie clinique, comme le déficit en GH est évoqué depuis la naissance, le lymphœdème néonatal. Ce n'est pas toujours aussi caricatural, c'est la bouffissure des mains et des pieds. Je passe aux signes cliniques rapidement. Le lymphœdème néonatal, une cardiopathie congénitale, une malformation rénale chez une petite fille, tout cela devrait évoquer le syndrome de Turner. Sur le plan clinique, un morphotype particulier qui ne sera pas toujours là. Un cou palmé, des oreilles basses implantées, des cheveux basses implantés, des navis sur le visage, hypertellorisme mammaire. Donc tout cela, si je vois très bien une petite fille, je pourrais évoquer le Turner, rajouter à cela une petite histoire toujours de malformation cardiaque, de malformation rénale, d'otite à répétition. Alors les otites par malposition des oreilles, les oreilles peuvent être mal orlées, sont un signe pour moi caractéristique du syndrome de Turner. À l'interrogatoire, si on a une petite fille qui a fait plus de 3 otites depuis son enfance, il faut évoquer le Turner, bien sûr, avec petite taille. Enfin, à l'âge adulte, des femmes peuvent consulter pour infertilité ou pour aménorrhée, après avoir eu une puberté spontanée, et au karyotype, on est surpris d'avoir un syndrome de Turner. Nous, on s'arrête à la petite qui a là un retard de croissance déjà intra-utérin, pas comme le déficit en hormones de croissance. Elle naît déjà petite avec un retard de croissance intra-utérin dans presque la moitié des cas. Elle perd de sa taille depuis l'âge de 2 ans. Et encore, à la puberté, elle ne fait pas sa puberté à cause de sa dysgénésie ovarienne, donc elle ne fait pas de pic de puberté ni de pic de croissance. Vous savez, à la fin, elle se rend très petite. Ça, c'est en fonction des pays. Les turnériennes font 1,30 m à 1,40 m. Par rapport à une population adulte, elles font moins de 20 cm par rapport à une population adulte féminine, donc de même ethnie. Ces petites-là ont eu la même pour le retard de statural, mais ce n'est pas parce qu'il y a une anomalie de l'axe GH. L'axe GH est tout à fait normal chez les turnériennes. C'est une anomalie génétique, et un gène en particulier a été incriminé, c'est le gène SHOX, qui est là sur le bras court du chromosome. Ce gène aussi est incriminé dans les autres symptomatologies cliniques, comme le raccourcissement du 4e métacarpien qu'on peut voir sur la radio des turnériennes. Et on voit très bien que le 4e doigt est court. C'est un signe clinique qu'on peut voir à l'examen clinique d'emblée chez une petite fille qui a un retard statural. En tout cas, la GH a été utilisée avec un bon gain, une déviation standard de plus 7 cm à la taille adulte, c'est déjà ça, et les patients sont traités, mais avec de fortes doses. Parce que le problème, il est génétique, il y a une certaine résistance à l'hormone de croissance. Contrôlez toujours l'IGF-1, comme dans le déficit en hormone de croissance, et l'âge osseux. Quand on prend un syndrome de Turner, on ne prend pas en charge seulement le retard statural, on prend en charge la dysgénésie, donc on traitera l'insuffisance ovarienne quand elle est là, et toutes les
anomalies associées. En tout cas, la clé de la prise en charge, je l'ai mis en grand, c'est un diagnostic précoce, parce que ces petites gagnent très peu en taille finale par rapport au déficit en hormones de croissance. J'ai sauté au Noonan parce que c'est toujours génétique. En 2007, il a eu l'approbation aux États-Unis. Le syndrome de Noonan ressemble beaucoup au syndrome de Turner. On l'appelait à un certain moment le Turner mâle. Vous voyez très bien le cou palmé et les anomalies déjà morphologiques avec les anomalies du thorax et tout ce qui s'ensuit, comme la turnérienne, cardiopathie congénitale, comme la turnérienne. Mais là, l'anomalie, c'est une mutation d'un gène à transmission autosomique dominante. Dans le Noonan, oui, quelques Noonan présentent un défaut, un dysfonctionnement de sécrétion de GH. En fait, quant aux USA, on a décidé de les traiter, les résultats sont en cours, et le traitement actuellement ne semble pas avoir, comme chez la turnérienne, d'effets néfastes sur le cœur. Il y a de la sécurité de prescription. Donc le déficit en GH passe à la phase de transition. Donc la phase de transition, c'est quoi? C'est le début, elle débute à la fin de la puberté et on passe à l'âge adulte. Et au cours de cette phase, on se demande est-ce que le déficit il est toujours là ou non. Donc pour attester qu'il est là ou non, des études ont été faites sur ce bras, quand vous voyez, histoire d'une atteinte organique. On a testé et dans 100% des cas, on était obligé de les traiter. Dans le deuxième bras, une histoire pas d'atteinte organique, mais idiopathique, on a testé, on a traité juste dans 36% des cas. Donc quand la tête est organique, le plus souvent, on continue le traitement. Des recommandations ont été faites. Donc une fois que le diagnostic est fait, si c'est congénital, s'il y a des anomalies, d'autres atteintes hypophysaires, on peut continuer à traiter. Vous voyez sur ce bras? Vous me suivez? Par contre, si c'est idiopathique, on devrait retester. 2 minutes. D'accord. J'accélère alors, malheureusement. Donc, le traitement par l'hormone de croissance est indiqué avec des seuils différents. Ça, c'est la test, des pics de test. Et pour la transition, beaucoup de bénéfices sur la masse osseuse, sur la composition corporelle et sur la qualité de vie. Je dirais le déficit en GH de l'adulte en 1996, validé par la FDA donc pour la GH recombinante. Le déficit en GH, bien sûr, il faut faire une recherche étiologique soigneuse. Et s'il se pérennise après l'enfance, c'est comme la transition, il faut continuer à traiter et évaluer par la DMO. Le Prader-Willi est une anomalie génétique atteinte du chromosome 15. Toujours à la naissance, l'hypotonie néonatale. Pensez au Prader-Willi, il s'agit d'une anomalie associée à une obésité morbide, comme vous voyez chez l'enfant, retard mental, hypotonie néonatale, scoliose, un appétit insatiable et la petite taille. Il faudra, bien sûr, chez ces petits aussi, il y a indication de l'hormone de croissance, mais on a eu des soucis parce qu'il y a eu des cas de décès à cause des atteintes ORL, donc il y avait des problèmes respiratoires, mais jusqu'à preuve du contraire, si on fait une bonne évaluation des végétations en ORL, une polysomnographie, on pourrait traiter un Prader-Willi sans souci. Je termine, donc, AMM et remboursement de la GH en Algérie. En Algérie, AMM, autorisation de mise sur le marché pour le déficit en GH, donc de l'enfant remboursé à 100% et autorisation de mise sur le marché. Pour le syndrome de Turner, remboursé à 100%. Pour le retard de croissance intra-utérin, remboursé à 80%. Je ne l'ai pas cité aujourd'hui parce que ça revient à la générale. Pour l'insuffisance rénale chronique, AMM et remboursement à 100%. Pour les autres indications, on est en attente. Merci de votre attention. Merci de m'avoir écouté.